Chapitre 6. Kira marchait aux côtés de son père dans les couloirs de pierre du fort Volis. Un fort de pierre de la taille d'un petit château, avec des murs en pierre lisse, des toits pointus et d'épaisses portes de bois décorées. C'était une ancienne demeure qui servait à la maison des gardiens des flammes et protégeait Escalon depuis des siècles. Elle savait que ce fort jouait un rôle crucial pour le royaume. C'était également sa maison, son unique maison. Elle s'endormait en écoutant les guerriers mangeant dans les salles, les chiens se grognant dessus pour se partager les restes, le bruit du feu dans les cheminées et le bruit du vent qui se faufilait dans les ouvertures. Avec toutes ces petites choses caractéristiques, elle aimait chacun de ses recoins. Alors que Kira avait du mal à garder le rythme, elle se demandait ce qui pouvait perturber son père. Il marchait rapidement et en silence. Léo les suivait. Ils étaient en retard pour la fête. Ils parcouraient les couloirs. Les soldats et les domestiques se raidissaient sur leur passage. Son père marchait plus rapidement qu'à son habitude, et bien qu'il soit en retard, elle savait que cela ne lui ressemblait pas. D'habitude, ils marchaient l'un à côté de l'autre, toujours prêts à sourire derrière sa barbe. Il passait un bras autour de son épaule et lui disait parfois des blagues en lui racontant les événements de la journée. Mais à présent, il marchait d'un air sombre, à quelques pas devant elle, et il semblait avoir un air désapprobateur qu'elle lui avait rarement vu. Il semblait également contrarié, et elle supposa que cela était dû aux événements de la journée, de la chasse de ses frères, de l'affront des hommes du Seigneur, et peut-être également à cause d'elle, parce qu'elle avait participé à l'entraînement. Au début, elle supposa qu'il était simplement préoccupé par les festivités. C'était généralement une période de soucis pour lui, d'avoir à accueillir autant de guerriers et de visiteurs bien au-delà de minuit, ce qui était une tradition ancienne. Il lui avait confié que cela était bien plus facile pour lui à l'époque où sa mère était encore en vie et qu'elle s'occupait de ces événements. Il n'était pas très social et il avait du mal avec les rapports sociaux. Mais alors que leur silence se faisait de plus en plus pesant, Kira commença à se demander s'il n'y avait pas autre chose. Elle se dit que le plus probable était que cela avait un lien avec son entraînement avec ces hommes. Sa relation avec son père, qui était auparavant très simple, était devenue plus compliquée en grandissant. Il semblait avoir une grande ambivalence en ce qui concernait les actes de sa fille et sur le genre de fille qu'il espérait qu'elle devienne. D'un côté, il lui avait souvent parlé des principes des guerriers, sur la façon de penser d'un chevalier, sur sa façon de se comporter. Ils avaient eu des conversations interminables sur la valeur, l'honneur, le courage, et souvent ils restaient éveillés tard le soir pour lui raconter les batailles de leurs ancêtres, des récits qu'elle ne se lassait pas d'écouter. Mais en même temps, Kira avait remarqué ces derniers temps que lorsqu'il discutait de telles choses, il devenait parfois brusquement silencieux, comme s'il réalisait qu'il ne devait pas parler de cela, comme s'il réalisait qu'il venait de lui révéler quelque chose qu'il n'aurait pas dû, et qu'il voulait tout effacer. Parler de combat et de valeur était pour lui une seconde nature, mais Kira n'était plus une petite fille, elle était en train de devenir une femme, et une guerrière dormait en elle. C'était comme si une partie de lui ne s'attendait pas à cela, comme s'il n'était pas prêt à la voir grandir. Il ne semblait pas trop bien savoir comment s'occuper de sa fille qui grandissait, surtout une fille qui n'avait qu'une envie, devenir une guerrière, comme s'il ne savait pas quel aspect de sa personnalité encourager. Elle réalisa qu'il ne savait pas quoi faire d'elle et qu'une partie de lui n'était plus à l'aise avec elle. Elle sentait qu'il était toutefois fier d'elle, mais il ne pouvait pas se permettre de le montrer. Kira n'en pouvait plus de ce silence. Elle devait savoir ce qui n'allait pas. « Es-tu inquiet pour les festivités » demanda-t-elle. « Pourquoi devrais-je m'inquiéter » répliqua-t-il sans même la regarder, un signe qu'il était vraiment mécontent. « Tout est prêt. En fait, nous sommes en retard. Si je n'avais pas dû me rendre à la porte du combattant pour te chercher, je serais à table à présent, conclut-il sur un ton de reproche. Elle réalisa que c'était donc cela, l'entraînement. Le fait qu'il soit en colère la mettait elle-même en colère. Après tout, elle avait vaincu tous ces hommes, elle méritait sa reconnaissance. Au lieu de cela, il agissait comme si rien ne s'était passé, et même, il désapprouvait. Elle voulait que les choses soient justes, et ennuyée, elle décida de le provoquer. « Tu ne m'as pas vu battre tes hommes » dit-elle en voulant qu'il se sente honteux, cherchant la reconnaissance qu'il refusait de lui donner. Elle le vit devenir rouge, même si cela était subtil, mais il ne dit rien tandis qu'il continuait de marcher, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. Ils continuèrent d'avancer, passèrent devant la salle des héros,
devant la chambre de la sagesse, et était sur le point d'arriver devant la grande salle. Elle n'en pouvait plus. « Que se passe-t-il, père » demanda-t-elle. « Si tu désapprouves ce que je fais, dis-le-moi. » Il finit par s'arrêter juste devant la grande porte voûtée de la salle des festivités et se retourna pour la regarder avec un visage dur comme la pierre. Il semblait blessé. Son père, la personne qu'elle aimait le plus au monde, qui ne lui avait jamais fait que des sourires, semblait à présent se comporter comme si elle était une étrangère. Elle ne comprenait pas. « Je ne veux plus jamais te revoir sur ce terrain d'entraînement, » dit-il d'un ton glacial. Le ton de sa voix lui fit plus de mal que ses mots, et elle se sentit trahie. Venant de n'importe qui d'autre, cela aurait été égal, mais venant de lui, cet homme qu'elle aimait et qu'elle admirait tant, qui avait toujours été si bon envers elle, ce ton lui donna froid dans le dos. Mais Kira n'était pas du genre à éviter une confrontation. C'était quelque chose qu'elle avait hérité de lui. « Et pourquoi » insista-t-elle. Il s'assombrit. « Je n'ai pas à te donner de raison, » dit-il. « Je suis ton père, je suis le commandant de ce fort, de mes hommes. Je ne veux pas que tu t'entraînes avec eux. »« As-tu peur que je les vainque tous » demanda Kira, cherchant à le pousser à bout, refusant qu'il mette un terme à jamais à cette discussion. Il s'empourpra, et elle vit que ces mots lui firent du mal à lui aussi. « L'arrogance est pour les gens du peuple, » la réprimanda-t-il, « pas pour les guerriers. »« Mais je ne suis pas une guerrière, n'est-ce pas, père ?» le provoqua-t-elle. Il plissa des yeux, ne sachant que répondre. « J'ai 15 ans. Veux-tu que je continue à me battre contre des arbres et des herbes toute ma vie ?»« Je n'ai pas du tout envie que tu te battes, » lâcha-t-il. « Tu es une fille, une femme même. Tu devrais faire ce que toutes les femmes font, cuisiner, coudre, tout ce que ta mère t'aurait enseigné si elle était encore en vie. » Ce fut au tour de Kira de s'assombrir. « Je suis désolée de ne pas être la fille dont tu rêvais, père, » répliqua-t-elle. « Je suis désolée de ne pas être comme toutes les autres filles. » À présent, il semblait peiné. « Mais je suis la fille de mon père, » continua-t-elle. « Je suis la fille que tu as élevée, et me désapprouver revient à te désapprouver toi-même. » Elle resta ainsi, les mains sur les hanches, ses yeux gris clairs emplis de la force des guerriers, le fusillant du regard. Il la regarda de ses yeux marrons, derrière ses cheveux châtains, et il secoua la tête. « C'est la fête, » dit-il. « Une fête aussi bien pour les guerriers, les visiteurs que les dignitaires. Les gens viennent de tout escalon et de lointaines contrées. » Il la regarda de la tête aux pieds avec un regard désapprobateur. « Tu portes des vêtements de guerrier. Va dans ta chambre et mets des vêtements de femme comme toutes les autres femmes. » Elle s'empourpra sous l'effet de la colère. Il se pencha vers elle en levant un doigt. « Et que je ne te surprenne plus jamais sur le terrain avec mes hommes, » siffla-t-il. Il se retourna brusquement, tandis que des domestiques ouvraient les lourdes portes pour lui. Une vague de bruit l'accueillit, accompagnée de fumée, de viande rôtie, de l'odeur des chiens mal lavés et du feu ronflant dans la cheminée. La musique emplissait l'air et le vacarme à l'intérieur de la salle était abrutissant. Kira regarda son père entrer, suivi de ses domestiques. Quelques domestiques maintenaient les portes ouvertes en attendant Kira qui fumait de rage, se demandant que faire. Elle n'avait jamais été autant en colère de toute sa vie. Finalement, elle tourna les talons et partit furieuse, suivie de Léo. Elle voulait s'éloigner de la salle et retrouver sa chambre. Pour la première fois de sa vie, elle détestait son père. Elle pensait qu'il était différent, qu'il était au-dessus de tout ça. Elle réalisait à présent qu'il était un homme moins grand qu'elle ne l'avait pensé, et cela, plus qu'autre chose, lui faisait du mal. Il lui enlevait ce qu'elle aimait le plus, le terrain d'entraînement. Cela lui faisait l'effet d'un poignard dans la poitrine. La pensée de passer sa vie engoncée dans des soieries et des robes lui faisait horreur par-dessus tout. Elle voulait quitter Volis et ne jamais y revenir. Le commandant Duncan était assis à l'extrémité de la table de banquet, dans l'énorme salle des fêtes du fort de Volis. Il regarda sa famille, ses guerriers, ses sujets, ses conseillers et les visiteurs, plus d'une centaine de personnes réparties le long de la table. Mais il avait le cœur gros. De toutes ces personnes devant lui, celle qui occupait le plus ses esprits était celle que, par principe, il évitait de regarder, sa fille, Kira. Duncan avait toujours entretenu une relation spéciale avec elle. Il s'était toujours senti obligé de jouer à la fois le rôle du père et de la mère afin de pallier à l'absence de sa mère. Mais il savait qu'il avait échoué, aussi bien dans son rôle de père
que dans son rôle de mère. Duncan avait toujours fait attention à veiller sur elle, la seule fille dans une famille de garçons et dans un fort rempli de soldats, en particulier parce qu'elle n'était pas comme les autres filles, une fille qui, il devait l'admettre, lui ressemblait de bien des façons. Elle était bien seule dans un monde d'hommes, et il avait fait tout pour elle, non seulement par obligation, mais parce qu'il la chérissait plus qu'il ne voulait le reconnaître, peut-être même plus que ses fils, ce qu'il détestait admettre. Parmi tous ses enfants, il devait reconnaître que bizarrement, même si c'était une fille, c'était en elle qu'il se reconnaissait le plus. Sa volonté, sa détermination fière, son esprit de guerrière, son refus de s'avouer vaincue, sa bravoure et sa compassion. Elle prenait toujours la défense des plus faibles, en particulier celle de son frère, et défendait toujours les causes justes, à n'importe quel prix. C'était une des raisons pourquoi leur conversation l'avait tant contrarié et l'avait mis de cette humeur. Il l'avait vu à l'action sur le terrain d'entraînement ce soir, maniant son bâton contre ces hommes remarquables, d'une agilité déconcertante, et son cœur s'était empli de fierté et de joie. Il détestait Maltraine, une épine dans le pied, et il était ravi que sa fille l'ait remis à sa place. Il était encore plus fier d'elle, de sa fille de 15 ans capable de tenir en respect ses hommes, et même de les battre. Il voulait tellement la prendre dans ses bras, lui montrer sa reconnaissance devant tous ces gens. Mais en tant que père, il ne pouvait pas se permettre cela. Duncan voulait pour elle le meilleur, et au fond de lui, il sentait qu'elle était en train de s'engager sur une route dangereuse, une route parsemée de violence dans un monde d'hommes. Elle serait la seule femme dans un domaine rempli d'hommes dangereux avec des désirs bestiaux, des hommes prêts à se battre jusqu'à la mort. Elle n'avait pas conscience de ce en quoi consistait une vraie bataille, de ce qu'était un bain de sang, la douleur, se retrouver face à la mort. Même si cela avait été possible, ce n'était pas la vie qu'il voulait qu'elle ait. Il voulait la savoir en lieu sûr, dans le fort, à vivre une vie familiale, dans la paix et le confort. Mais il ne savait pas comment lui donner envie de cela. Cela le laissait perplexe. En refusant de reconnaître ses exploits, il s'était dit que cela la dissuaderait peut-être, mais au fond de lui, il avait ce pressentiment qu'il n'y arriverait pas, et que son refus ne ferait que l'encourager dans cette voie. Il détestait la façon dont il avait dû agir ce soir, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. Ce qui le contrariait plus que tout était le souvenir de cette prophétie qui avait été énoncée le jour de sa naissance. Il n'avait jamais pris au sérieux ces mots de sorcière, mais en la regardant aujourd'hui, en étant témoin de ses prouesses, il avait réalisé à quel point elle était spéciale, que cela pouvait être vrai, et cette pensée le terrifia plus que tout. Son destin approchait à grands pas, et il n'avait aucun moyen d'arrêter cela. Combien de temps restait-il avant que tout le monde n'apprenne la vérité à son sujet ? Duncan ferma les yeux et secoua la tête en prenant une grande lampée de son outre de vin et essayant de repousser ses pensées. Après tout, c'était censé être une nuit de festivité. Le solstice d'hiver était arrivé, et lorsqu'il rouvrit ses yeux, il vit que la tempête de neige faisait rage dehors. La neige s'accumulait haut sur les pierres, comme en réponse aux festivités. Tandis que le vent hurlait, ils étaient tous en sécurité à l'intérieur du fort, bien au chaud, la nourriture rôtie et le vin devant eux. Tout autour de lui, les gens semblaient heureux. Des jongleurs, des bardes et des musiciens faisaient leur numéro devant les invités qui riaient et se réjouissaient, tout en partageant des histoires de bataille. Duncan regarda avec contentement ce que la table du banquet avait à offrir. Elle était couverte de victuailles et de mets fins de toutes sortes. La vue des boucliers accrochés le long des murs l'emplit de fierté. Tous différents et faits main, avec des armoiries représentant les différentes maisons de son peuple, des guerriers s'étant alliés à lui au combat. Il vit tous les trophées de guerre, les souvenirs d'une vie entière à combattre pour Escalon. Il savait qu'il était un homme chanceux, et pourtant, bien qu'il préférât le contraire, il était obligé d'accepter que son royaume était occupé. Le vieux roi, le roi Tarnis, avait honteusement rendu son peuple, avait déposé les armes sans même se battre, laissant ainsi le champ libre à l'invasion pandésienne. Cela avait permis d'éviter de faire des victimes et d'épargner des villes, mais cela leur avait également ôté leur esprit courageux. Tarnis avait toujours avancé que de toute façon Escalon n'était pas défendable, que même s'ils arrivaient à défendre la porte du sud, le pont des douleurs,
Pandétia pouvait les encercler et attaquer par la mer. Mais tous savaient que ce n'était pas un argument valable. Escalon avait la chance d'être entouré de rivages constitués de falaises de 30 mètres de haut, sur lesquelles des vagues venaient s'écraser en projetant des rochers à leurs pieds. Aucun bateau ne pouvait s'approcher, et aucune armée n'arriverait jamais à passer sans subir de lourdes pertes. Pandétia pouvait en effet attaquer par la mer, mais cela lui infligerait de trop lourdes pertes, même pour un empire aussi important. Le passage par les terres était le seul envisageable, et il ne pouvait se faire que par le goulet d'étranglement de la porte du sud, que tout escalon savait être un endroit défendable. La reddition n'était qu'un signe de pure faiblesse, rien d'autre. À présent que lui et tous les autres grands guerriers se retrouvaient sans roi, chacun se retrouvait avec ses propres forces, sa propre province, son propre fort, et chacun était forcé de mettre un genou à terre et de jurer allégeance au seigneur gouverneur délégué par l'empire pandétien. Duncan se souvenait encore du jour où il s'était retrouvé obligé à prêter serment de loyauté, le sentiment qu'il avait éprouvé lorsqu'il s'était trouvé obligé de se courber devant cette force. Cela le rendait malade rien que d'y penser. Duncan essaya de se rappeler des jours heureux, lorsqu'il était stationné à Andros, lorsque tous les chevaliers de toutes les maisons étaient réunis, ralliés à une même cause, au même roi, servant une même capitale, une seule bannière, avec une force 10 fois supérieure à l'ensemble des hommes dont il disposait à présent. Maintenant qu'ils se retrouvaient éparpillés sur l'ensemble du royaume, les hommes ici présents représentaient tout ce qu'il restait de la force unifiée. Duncan l'avait compris dès le départ, mais le roi Tarnis avait toujours été un roi faible. En tant que commandant en chef, la tâche de le défendre lui était revenue, bien que cela ne soit pas mérité. D'un côté, Duncan n'était pas surpris que le roi se soit rendu, mais il était surpris de la rapidité à laquelle cela s'était produit. Tous les grands chevaliers s'étaient envolés, chacun retournant chez soi. Il ne restait plus de roi. La totalité du pouvoir avait été cédée à Pandétia. La législation avait été réduite à néant. Leur royaume jadis en paix était devenu un terrain fertile pour le crime et l'insatisfaction. Désormais, il n'était plus possible de voyager en sécurité sur les routes autrefois si sûres. Les heures passèrent, et le repas toucha à sa fin. Les victuailles furent enlevées de la table, et de la bière fraîche fut servie. Des plateaux de friandises furent amenés à table en l'honneur de la lune d'hiver. Duncan prit quelques chocolats et les savoura. Des tasses de chocolat royal furent servies, couvertes de crème fraîche de chèvre. La tête commençait à lui tourner à cause de la boisson, et Duncan, ayant besoin de se concentrer, en prit une dans ses mains tout en savourant sa chaleur. Il la but d'un coup, en sentant sa chaleur inonder son estomac. La tempête de neige forcissait de minute en minute. Les bouffons faisaient leurs pitreries, les bardes racontaient leurs histoires, les musiciens jouaient des interludes, et la nuit avançait sans se soucier de la tempête qui faisait rage au dehors. Il était de tradition de faire la fête au-delà de minuit lors de la lune d'hiver, afin de souhaiter la bienvenue à l'hiver. D'après la légende, perpétrer les traditions garantissait que l'hiver ne durerait pas longtemps. Malgré lui, Duncan finit par regarder Kyra. Inconsolable, elle était assise, le regard dans le vide, comme si elle était seule. À l'inverse de ce qu'il lui avait ordonné, elle portait encore ses habits de guerrier. L'espace d'un instant, cela raviva sa colère, mais il décida de laisser tomber. Il pouvait voir à quel point elle était triste. Tout comme lui, elle aussi ressentait les choses d'une façon trop intense. Duncan décida qu'il était temps de faire la paix, d'essayer au moins de la consoler à défaut d'approuver ses choix. Il était sur le point de se lever de sa chaise pour s'approcher d'elle lorsque les grandes portes de la salle du banquet s'ouvrirent brusquement. Un visiteur s'engouffra dans la salle, un homme de petite taille, vêtu de luxueuses fourrures indiquant qu'il venait d'une autre contrée. Ses cheveux et sa cape étaient recouverts de neige, et les domestiques l'escortaient. Duncan fut surpris de recevoir un visiteur aussi tard dans la nuit, en particulier par une telle tempête. Alors que l'homme enlevait son casque, il remarqua qu'il portait les couleurs violet et jaune caractéristiques d'Andros. Duncan réalisa qu'il venait de la capitale et à au moins 3 jours de cheval d'ici. Les visiteurs étaient arrivés tout au long de la soirée, mais pas aussi tard, et aucun d'entre eux n'était venu d'Andros. En voyant ces couleurs, les souvenirs du vieux roi et de jours meilleurs se rappelèrent à Duncan. La pièce se fit silencieuse, tandis que le visiteur s'arrêtait devant son siège en faisant une révérence à Duncan, dans l'attente que ce dernier l'invite à s'asseoir. « Pardonnez-moi, monseigneur !»
dit-il. J'espérais arriver plus tôt, mais je suis désolé, la neige m'en a empêché, je ne cherchais aucunement à vous manquer de respect. Duncan fit un signe de la tête. Je ne suis pas un seigneur, le corrigea Duncan, mais un simple commandant. Nous sommes tous égaux ici, de haute ou de basse naissance, hommes et femmes. Tous les visiteurs sont les bienvenus, et ce, quelle que soit leur heure d'arrivée. Le visiteur fit un signe de tête respectueux, et était sur le point de prendre place lorsque Duncan leva une main. Notre tradition veut que les visiteurs venant de loin puissent s'asseoir à la place d'honneur. Venez vous asseoir à mes côtés. Surpris, le visiteur fit un signe de tête gracieux et les domestiques le conduisirent auprès de Duncan. C'était un homme fin, plutôt petit, avec des joues et des yeux creux, peut-être dans la quarantaine, mais il semblait plus âgé. Duncan le dévisagea et vit de l'anxiété dans son regard. L'homme semblait trop sur ses gardes pour rendre une simple visite en cette période de festivité. Il sentit que quelque chose n'allait pas. Le visiteur s'assit, la tête baissée, en évitant son regard, et tandis que le bruit emplissait de nouveau la salle, l'homme avala un bol de soupe et les chocolats que l'on déposa devant lui. Visiblement affamé, il avala le tout avec un gros morceau de pain. « Dis-moi, » dit Duncan, impatient d'en savoir plus dès que l'homme finit. « Quelle nouvelle de la capitale amènes-tu » Le visiteur repoussa lentement son bol et baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Duncan. La table devint silencieuse à la vue de sa sombre expression. Tous étaient dans l'attente d'une réponse. Finalement, il se tourna vers Duncan et le regarda en pleurant de ses yeux rougis. « Aucune nouvelle qu'un homme ait envie d'apporter, » dit-il. Duncan se raidit. « Alors dis, » répondit Duncan. « Les mauvaises nouvelles ne font qu'empirer avec le temps. » L'homme baissa les yeux sur la table en frottant nerveusement ses doigts dessus. « À partir de cette lune d'hiver, une nouvelle loi pandétienne vient d'être approuvée sur nos terres. Puellae nuptias. » À ces mots, Duncan sentit son sang se figer. La table poussa un cri d'effroi, un outrage qu'il partageait entièrement. Puellae nuptias. C'était incompréhensible. « En es-tu sûr ?» demanda Duncan. Le visiteur acquiesça. « À partir d'aujourd'hui, la fille célibataire, la plus âgée de chaque homme, seigneur et guerrier, de notre royaume ayant atteint ses 15 ans, peut être prise pour épouse par le seigneur gouverneur local, pour lui-même ou pour la personne de son choix. » Duncan regarda immédiatement Kira et vit l'expression de surprise et d'indignation sur son visage. Tous les hommes de la salle et même les guerriers se retournèrent vers Kira en réalisant la gravité de la situation. Toute autre fille aurait eu une expression de terreur, mais il semblait au contraire qu'une expression de vengeance se lisait sur son visage. « Ils ne la prendront pas !» cria Anvin, indigné, sa voix déchirant le silence. « Ils ne prendront aucune de nos filles !» Artfael sortit son poignard et le planta dans la table. « Ils peuvent prendre notre sanglier, mais ils devront nous tuer avant de prendre nos filles !» Les guerriers poussèrent un cri d'approbation, leur colère attisée par la boisson. L'atmosphère de la soirée s'assombrit d'un coup. Duncan se releva lentement et le silence se fit progressivement. En signe de respect, tous les guerriers se levèrent. « La fête est terminée !» annonça-t-il d'une voix sérieuse. En prononçant ces mots, il remarqua qu'il n'était même pas minuit passé. Un terrible présage en cette nuit de la lune d'hiver. Duncan marcha vers Kira, au milieu d'un lourd silence, et passa devant les soldats et les dignitaires. Il s'arrêta devant son siège et la regarda droit dans les yeux. La force du défi se lisait dans les yeux de sa fille, et cela l'emplit de fierté. Léo, assis à ses côtés, releva également la tête. « Viens, ma fille, dit-il. Il faut que nous parlions. »